Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, 37e élément de ce dossier OVNI, pas de panique, et ce soir, comme hier soir, nous allons essayer de tirer, non pas quelques conclusions, mais quelques déductions de tout ce que nous avons pu apprendre au fil des semaines dans ce dossier OVNI. Hier soir, c'était Pierre Guérin qui nous faisait part de ses réflexions. Et ce soir, Jean-Claude Bourré. Notre invité ce soir, Claude Poher, qui est directeur du département fusées sondes au CNES, au Centre national d'études spatiales. Claude Poher qui revient des États-Unis et qui a rencontré là-bas tous les universitaires américains qui se penchent de près ou de loin sur la question des ovnis, les objets volants non identifiés. Alors, Claude Poher, vous avez rencontré tous ces universitaires. D'abord, qui avez-vous rencontré et où en est le problème ovni aux États-Unis ? Oh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, une trentaine environ, en disant que les plus connus sont, par exemple, le Dr Hynek, Jacques Vallée, le Dr Sanders, Ted Phillips, etc. Ce sont des personnes qui ont une activité scientifique normale, classique, si vous voulez, et qui consacrent une partie de leur loisir à travailler sur le phénomène OVNI, qu'on appelle là-bas le phénomène UFO. J'ai rencontré aussi un certain nombre de représentants de l'AIA, c'est de l'American Institution for Aeronautics and Astronautics. Cette institution a créé un sous-comité UFO qui publie un certain nombre d'articles dans des revues de l'AIA et dont le rôle est de faire en sorte que la communauté scientifique prenne conscience de ce phénomène. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas la question, mais qui sont des juges extrêmement impartiaux et extrêmement prudents. Néanmoins, ils ont quand même publié des cas très intéressants et continueront à le faire. Alors, où en est la question des ovnis aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une meilleure approche du problème qui est faite qu'en France? Non, je veux dire que il semble qu'en France, les ovnis soient plus facilement acceptés par la communauté scientifique que ce n'est le cas aux États-Unis. Et ceci résulte de l'action de la commission Condon qui a été extrêmement négative, qui malheureusement continue à être très négative aux États-Unis. En France, nous n'avons pas eu ce genre d'action et beaucoup de scientifiques ne connaissent pas le rapport Condon. Pourtant, le rapport Condon, quand on l'analyse en détail, est assez troublant. D'abord, il étudie en gros une centaine de cas, et des cas qui ne sont pas significatifs, puisqu'il y a un seul cas d'atterrissage sur les 100 cas qui sont étudiés, et encore, ce cas d'atterrissage est-il douteux? D'autre part, au sein même du rapport Condon, il y a des photos et des cas d'observation d'OVNI qui sont jugés authentiques par la commission Condon, qui pourtant avait des directives consistant à mettre la réalité du phénomène en doute, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai rencontré d'ailleurs le Dr Sanders, qui faisait partie de la commission Condon et qui a démissionné, et qui maintenant est la personne qui dans le monde a le plus gros catalogue informatique d'observation, puisqu'il a, dernière nouvelle, 85 000 cas dans l'ordinateur. Ce monsieur, lui, qui fait partie de la commission Condon, a démissionné parce qu'il n'est pas d'accord avec les méthodes de travail et les conclusions qui étaient apportées par la commission Condon. Vous dites 85 000 cas, Claude Poher. Est-ce qu'il s'agit de cas d'atterrissage ou uniquement d'observation et d'atterrissage? Non, un mélange de tout. Il y a environ 10% de ces cas qui sont des atterrissages. Il y a aux États-Unis une certaine spécialisation des scientifiques dans les différents domaines d'activité concernant les UFO. Le Dr Sanders, c'est la personne qui réunit l'ensemble des cas et qui fait des statistiques à la demande. Je lui ai personnellement demandé un certain nombre de travaux qu'il a eu l'amabilité de faire. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur les travaux qu'il va effectuer pour vous? Oh, on obtient par exemple très facilement l'ensemble des cas français qui ont été réunis dans le monde. Il y a par exemple des témoins étrangers qui ont vu des ovnis en France pendant qu'ils étaient en France. Et ils ont rapporté leur observation quand ils sont rentrés dans leur pays. Par exemple, ce genre d'observation est également intéressant parce que on peut comparer avec les témoins français. Cette comparaison donne exactement les mêmes résultats que lorsqu'il s'agit des témoins français. Un autre exemple, il y a 546 cas de traces d'atterrissage extrêmement bien enquêtés par les scientifiques américains.
Lorsqu'on compare les caractéristiques de ces traces d'atterrissage avec celles qui ont été analysées en France, on trouve exactement les mêmes caractéristiques. Par exemple, la répartition temporelle des instants d'atterrissage indiqués par les témoins dans leur rapport suit une loi qui est parfaitement la même aux États-Unis et en France. C'est quand même troublant, parce que si c'est un phénomène sociologique ou psychologique, il n'y a aucune raison que les Français et les Américains soient absolument identiques, puisqu'ils ne sont pas identiques dans la vie courante. Vous savez, Claude Poher, au cours de cette longue enquête sur les ovnis, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques. J'en ai rencontré qui étaient pour, j'en ai rencontré qui étaient contre. J'emploie à dessein ce vocabulaire qui n'est pas scientifique, mais qui explique bien ce que cela veut dire aux auditeurs. Mais je n'ai jamais rencontré un scientifique qui soit contre les ovnis et qui ait en même temps étudié très sérieusement le problème, qui ait fait des enquêtes sur le terrain et qui se soit penché sérieusement sur la question. C'est ce qui m'a toujours frappé. On rencontre des tas de scientifiques qui sont contre, mais qui continuent à travailler dans leur petit laboratoire, ou d'ailleurs hors de leur laboratoire, sur des questions qui n'ont rien à voir avec les ovnis. Je n'en ai jamais rencontré qui fassent les deux à la fois et qui soient contre. C'est-à-dire qui travaillent dans un laboratoire sur une question qui n'a rien à voir avec les ovnis, et qui parallèlement vont faire des enquêtes sur le terrain. Parce qu'à ce moment-là, le scientifique qui était contre au départ, devient pour parce qu'il constate la réalité du phénomène. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est la même chose? Ah oui, il y a même une très grosse étude de fait sur cette question aux États-Unis, dont j'ai eu les résultats récemment. Sur 195 scientifiques qui ont été mêlés à l'étude du phénomène OVNI de près ou de loin aux États-Unis, il y avait au départ à peu près 40% de personnes qui étaient, disons, pour simplifier les choses, et 60% donc qui étaient contre. Après leur étude, qui a duré plus ou moins longtemps, quelques jours pour les premiers, quelques années pour d'autres, on trouve 95% de scientifiques qui sont pour, les 5% qui restent sont simplement réservés, ils ne sont pas contre. Et ceci résulte d'une analyse qui porte sur une quinzaine d'années. Par conséquent, c'est extrêmement intéressant. Et ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont dû répondre à un questionnaire qui leur a été envoyé. Par conséquent, c'est bien la réponse des scientifiques eux-mêmes à ce propos. Bien, Claude Poher, nous sommes à l'heure des bilans. Cette émission tourne ses dernières pages. Est-ce qu'à l'issue de cette longue tournée que vous avez faite aux États-Unis, où vous avez rencontré tous ces universitaires américains qui s'occupent, indépendamment de leur job quotidien, du problème des ovnis, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de la façon dont on essaye d'apporter des réponses à ce problème des objets volants non identifiés? Quelles sont les hypothèses que l'on avance aux États-Unis? Oh, à peu près les mêmes que celles qu'on a avancées au cours de votre émission, à savoir que l'hypothèse extraterrestre est loin d'être la seule qui soit capable d'expliquer le phénomène, et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas avouables, qu'il est très difficile de vérifier. Des hypothèses qui concernent des problèmes d'espace-temps, par exemple. Je crois qu'on est très loin d'en arriver à pouvoir faire des hypothèses, des modèles que l'on pourrait vérifier à travers les témoignages. On en est encore à l'heure actuelle à essayer de connaître les caractéristiques du phénomène. On ne les connaît qu'à travers des témoignages humains, avec tout ce que ça comporte d'inexactitudes, d'erreurs, etc. Et l'approche qui est faite aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et en France en particulier est une approche multiple. On essaye d'améliorer notre connaissance en faisant des enquêtes plus approfondies, plus sérieuses, en utilisant des compétences plus appropriées pour faire ces enquêtes, pour interroger les témoins en particulier. On pousse plus à fond les enquêtes les plus importantes, celles qui concernent des atterrissages dans lesquels on a des traces en particulier. On approche aussi le phénomène par des méthodes statistiques. Vous êtes aperçu en effet que lorsqu'on a un très très grand nombre de témoignages, plusieurs milliers, il apparaît des caractéristiques que ne contiennent pas chacun des témoignages isolés. Et quand on multipliera les cas de témoignages dans lesquels les enquêtes auront été faites d'une façon très sérieuse, on arrivera à obtenir très certainement, par le moyen de la statistique, des caractéristiques plus précises du phénomène. Il y a enfin d'autres approches. On peut penser que dans un avenir un peu lointain, malheureusement, il sera possible d'implanter un certain nombre de stations de mesure qui, si un jour par chance détectent un appareil de ce genre-là, pourront nous fournir des données beaucoup plus objectives que ce que nous avons en ce moment, qui est extrêmement fragmentaire et très très limité par les capacités des sens humains, malheureusement. On ne sait pas, par exemple, si l'émission lumineuse que disent voir les témoins
Cette émission lumineuse est limitée au visible, elle peut très bien s'étendre dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, comme le laisse supposer un certain nombre de phénomènes annexes ressentis par les témoins. Par conséquent, ce genre d'approche est extrêmement important, mais ne peut malheureusement être abordé que si l'on possède un certain nombre de moyens. Et ce n'est malheureusement pas pour maintenant, puisque à l'heure actuelle, la recherche sur cette question n'est abordée qu'à titre privé par un certain nombre de scientifiques qui s'y intéressent. Par conséquent, les moyens qui peuvent être mis à disposition de cette recherche sont beaucoup trop limités pour que des stations puissent voir le jour maintenant. Voilà Claude Villers pour le témoignage fort intéressant du directeur du département fusée du CNES, le Centre national d'études spatiales, notre ami Claude Poher, qui revient d'une longue tournée aux États-Unis, tournée au cours de laquelle il a rencontré tous les universitaires américains qui s'occupent des objets volants non identifiés. Disons tout simplement, Jean-Claude Bourret, que l'avenir donc nous en apprendra plus. Et d'ailleurs, dès demain, nous en saurons peut-être plus, puisque nous avons un nouveau rendez-vous demain, le 38e élément de ce dossier OVNI. Pas de panique. Oh.